c'est moi du montage qui tenait à te dire que tu t'apprêtes à regarder une vidéo qui m'a pris pas loin de 4 mois de réalisation. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à la partager à tes potes et à lâcher ton meilleur pouce bleu. Mais surtout, si t'as kiffé la vidéo, que t'as des questions ou des recommandations à me faire, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire. Sincèrement, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. C'est là que je peux vraiment constater que t'as aimé et c'est grâce à ça que je peux m'améliorer. Bon, sur ce, je te laisse avec la vidéo, régale-toi. Bon, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin de cette aventure, parce que j'avais vraiment hâte de vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, laissez-moi quand même faire un petit récap de la situation. Dans ma première vidéo sur Elden Ring, je créais mon personnage, découvrais ce jeu magnifique et progressais jusqu'à Margit. Ensuite, voulant continuer à raconter mon aventure sur cette chaîne, j'ai décidé, au lieu de vous faire tout un tas de petites vidéos, de vous faire une grosse vidéo, dans un format plus condensé dans laquelle je racontais mon aventure et vous expliquais le lore de ce jeu fantastique. Et c'est comme ça qu'est née cette vidéo, qui est la première de ma chaîne qui vous a vraiment plu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, d'abord pour avoir un peu de contexte et ensuite pour me donner encore plus de force. Dans cette vidéo, j'ai pris le temps de vous expliquer la plus grosse partie du lore d'Elden Ring et je vous ai raconté toute mon aventure dans les grandes lignes de Margit jusqu'à Godfrey. Je précise d'ailleurs que dans la vidéo que vous allez voir, je vais très peu revenir sur le lore de base, étant donné que j'ai déjà quasiment tout expliqué dans ma dernière vidéo. Donc si vous avez besoin de détails, elle est bien sûr toujours disponible. Les points de lore que je vais ajouter ici serviront surtout à ajouter des précisions sur la partie de mon aventure que vous verrez justement dans cette vidéo, afin tout simplement qu'elle serve à compléter les deux premières. Cette vidéo sera condensée plus ou moins de la même manière que la précédente, donc ne soyez pas étonnés si je ne donne pas des tonnes de détails sur tout ce que je fais. Dernière précision avant de commencer, bien sûr cette vidéo contient des spoilers et notez que la vidéo est narrée de façon à vous faire découvrir l'histoire au fur et à mesure et non pas de vous balancer toutes les infos d'un coup. De 1 parce que je préfère raconter de cette manière et de 2 parce que ça vous permet à mon sens de mieux comprendre si vous n'êtes pas submergé par trop d'informations à la fois. Bon allez, on peut commencer. En effet, à la fin de la précédente vidéo, je vous ai cruellement laissé sur la cinématique d'intro de Godfrey, le premier seigneur d'Elden. Il était revenu pour me défier, se dressant comme le dernier rempart avant l'Arbre-Monde, un ultime duel servant à savoir si j'étais vraiment digne de la couronne ou non. Eh ben, j'ai relevé le défi. Pour tout vous dire, j'étais un peu partagé avec ce boss. Je ne savais pas s'il allait être très dur ou s'il allait être relativement facile. Et ben aujourd'hui, avec du recul, c'est franchement pas le boss le plus compliqué. Il est pas facile, je dirais qu'il est dans la moyenne. Mais sur le coup, comme à mon habitude, je m'en suis fait une montagne. Je rappelle aussi qu'à ce moment-là, je n'avais mon build de double katana que depuis Maliketh. Et si vous vous souvenez bien, bah ça s'était pas hyper bien passé. J'ai donc été aussi assez freiné durant mon combat contre Godfrey à cause de mes dégâts vraiment ridicules. Au final, je crois que j'ai mis pas loin de 3 heures pour le vaincre, alors qu'au bout de seulement 1h30, j'avais une try où il lui restait vraiment 1 HP. Enfin bref, mon problème c'est que souvent quand je crois que j'ai le dessus sur la situation, je baisse ma garde et je me concentre moins. Et au final, je me laisse battre. That will be all. Thou didst me good service, Sirosh. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horalu. Warrior!
Et bah là c'est simple, j'ai fini le jeu. Je vais enfin pouvoir terminer cette histoire. Je m'élance alors vers l'arbre monde et non. Pour ceux qui s'en rappellent, dans l'introduction de ma dernière vidéo, je disais que après avoir adopté la bonne mentalité pour faire face à ce jeu, j'ai décidé que j'allais affronter tous les boss en 1 contre 1. Alors accrochez-vous parce que cette histoire n'est pas encore totalement terminée. Je suis persuadé qu'il me reste encore des boss à éliminer. Ce monde est tellement vaste. Et tiens, c'est vrai que j'ai encore un bout de la carte à découvrir. Je pense qu'il faut que je creuse cette piste. Le problème, c'est comment y accéder. Bon, après m'être creusé la tête, je peux au moins savoir de quelle région il s'agit. Je pouvais l'apercevoir depuis la cime des géants et c'est certain qu'il est question de cet endroit. Il avait des allures féeriques et c'était aussi une région enneigée. J'ai même aperçu un village de là-haut. La question maintenant, c'est toujours comment s'y rendre. En vrai, j'ai un peu galéré à trouver. Mais finalement, la piste qui a retenu mon attention est qu'en explorant la zone de l'Urnia il y a déjà pas mal de temps, j'avais obtenu la partie droite d'un mystérieux médaillon de l'arbre sacré qui m'avait été donné par un alburanique mourant caché dans un tonneau, fuyant un tueur de réprouvés qui avait ravagé son village. Ainsi, je me demandais à quoi allait servir ce médaillon et aussi où trouver la partie gauche de celui-ci dans un monde aussi vaste que l'Entreterre. Sachant que la partie que j'avais déjà trouvée appartenait à un type qui se cachait dans un putain de tonneau. Cependant, en continuant à explorer et en cherchant autour de moi, une information que m'avait donnée Sir Gideon avant de mourir me revint à l'esprit. Il m'avait dit qu'une alburanique, cachée dans une grotte en Lurnia, dont il m'avait donné la position approximative, savait où était cachée la deuxième partie du médaillon. Je finis par trouver cette grotte et au bout de celle-ci, je puis finalement en effet trouver une alburanique du nom de l'Athéna qui m'indiqua que la deuxième partie du médaillon se trouvait dans un fort au nord de la cime des géants. Je m'empressa alors de regarder ma carte avant de constater que bien sûr, il y avait un joli château que je n'avais pas encore exploré à cet endroit. Donc vous vous en doutez, je me téléporta à la Grasse la plus proche et je me mis en route avant d'atteindre Sol Castel, le fameux château dont m'avait parlé l'Athéna. Et je me fis bien sûr accueillir par 2 lions enragés que j'envoyais au tapis avant de continuer ma traversée. Je ne mis pas longtemps avant de comprendre que ce château grouillait d'esprits qui pouvaient se téléporter sur moi avant de m'attaquer brutalement sans prévenir. Avec en majeure partie d'ailleurs des esprits de chevaliers bannis qui sont des ennemis très puissants et compliqués à fight. Je progressais tant bien que mal dans le château en farfouillant à la recherche de mon médaillon, mais rien. Rien de rien. Alors je continue ma route avant d'apercevoir une jolie porte jaune m'indiquant évidemment un futur boss. Après l'avoir franchi, je tomba sur le commandant Niall. Bon, je fais une petite pause ici pour un petit point lore. Pendant l'écriture de la vidéo, je me suis rendu compte que je ne savais toujours pas à quoi servait le commandant Niall, ni le commandant O'Neill d'ailleurs, qui lui ressemble vraiment beaucoup et que j'avais affronté beaucoup plus tôt dans mon aventure en Kaelid. Alors du coup, j'ai mené mes petites recherches. Et ben devinez quoi, j'ai pas pu trouver grand chose. Soit des vidéos en anglais pas hyper bien faites, soit des subreddits au sein desquels les gens avaient pas l'air trop d'accord. Bon, je vais quand même essayer de vous synthétiser les infos que j'ai pu trouver. Déjà, beaucoup de personnes semblent d'accord pour dire que O'Neill serait le fils de Niall, d'où le fait qu'ils se ressemblent et qu'ils portent la même armure, mais aussi parce que leur dénomination le confirme, selon une ancienne tradition nordique. Selon la description de son arme, O'Neill devait servir Radan, tandis que Niall, lui, c'est un peu plus compliqué. La communauté semble divisée sur ce sujet, alors je vais pas affirmer quoi que ce soit. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il servait jadis un maître qui se serait soit enfui ou qui serait mort, et qu'il est le général d'une armée sans nation, également qu'il ne peut pas mourir, et enfin qu'il n'a jamais réussi à trouver le repos. Bref, ça m'intéressait beaucoup de savoir la raison de leur présence, mais on peut reprendre. Derrière lui, il y avait encore un petit bout de chemin, puis un ascenseur, en haut duquel un fantôme marmonnait quelques trucs à propos d'un arbre sacré. D'ailleurs, en face de lui, il y avait toujours ce gros arbre bizarre hors map que j'avais déjà aperçu depuis le plateau d'Altus. Mais ce qui m'intéressait surtout ici, c'était qu'à côté de lui, il y avait un item à récupérer et cet item n'était autre que la seconde partie du médaillon. Je venais enfin de réunir les deux parties du médaillon. Reste à savoir où les utiliser maintenant. Bon, on sait que dans le jeu, il n'y a qu'un endroit où on peut utiliser ces médaillons, dans les grands ascenseurs. Seulement 2 étaient déjà présents à ma connaissance dans la map. Le grand ascenseur de Dectus et le grand ascenseur de Rold. Seulement, je ne voyais pas de quelle manière j'allais pouvoir découvrir encore un autre grand ascenseur. Alors je décida de faire attention aux dessins présents sur les deux parties du médaillon. Ainsi, je compris qu'ils étaient les mêmes que pour le grand ascenseur de Rold. C'était donc là que j'allais maintenant me rendre. Arrivé là-bas, le jeu me proposa effectivement de brandir le médaillon secret. Je m'exécuta sans attendre avant de me retrouver dans un chemin qui avait effectivement l'air d'un passage secret avec quelques ennemis bien relous sur la route. Je sortis rapidement de cet endroit étrange et me fis directement surprendre par un épais brouillard, avant que le jeu ne m'indique que je me trouvais bien dans une nouvelle région nommée les Champs enneigés consacrés. Ce qui devait certainement être ce que j'apercevais en contrebas depuis la cime des géants, mais il me fallait d'abord sortir de cet épais brouillard avant d'en être sûr.
Il s'est avéré être très dense et pénible. Impossible de voir à plus de 3 mètres devant soi et plein d'ennemis et de différences de terrain me compliquaient la tâche. J'ai dû mourir quelques fois avant de pouvoir en sortir et de confirmer mon hypothèse. Je me trouvais en effet dans la région que j'apercevais jadis au loin. Je me réjouissais alors de ce que j'allais pouvoir y trouver avant de comprendre qu'il n'y avait visiblement pas grand chose à l'horizon si ce n'est ce fameux village. Alors c'était maintenant vers lui que je décidais de me diriger. Ce village se prénommait en fait Ordina et c'était une cité liturgique. Mais ce lieu était bizarre. Rien n'avait l'air de s'y passer. Il n'y avait pas vraiment d'ennemis alors que pourtant, j'avais l'impression que c'était le seul lieu qui semblait vraiment intéressant dans cette nouvelle région secrète, qui plus est. J'avais le sentiment qu'on voulait me cacher quelque chose. La cité semblait vraiment fantomatique, et derrière celle-ci, il y avait un escalier au bout duquel se trouvait un seau. Il me fallait donc le désactiver. En retournant explorer la cité, je découvris ce qui s'apparentait à une entrée de geôle éternelle, comme j'ai pu en croiser plusieurs au cours de mon aventure, à côté de laquelle une statue me demandait d'allumer les 4 torches des statues dans cette geôle. Je décida donc d'y entrer et j'avais plus l'impression de m'être retrouvé dans une dimension parallèle plutôt que dans une geôle éternelle. Mais bon, j'ai réussi finalement à allumer ces 4 torches, ce qui par chance désactiva le seau que j'avais vu précédemment. Et je fus étonné d'apprendre que derrière celui-ci se trouvait un téléporteur. Mais là, j'étais surtout curieux de savoir où il allait m'emmener. Je pris donc la décision de le prendre et... Attendez quoi? Ne me dites pas que je me trouve cet arbre bizarre que je pensais dur comme fer comme un décor en map. Et si, j'étais sur ce putain d'arbre. Mais alors là, je savais vraiment pas ce que je foutais ici. Bon, si on croit ce que Morgoth disait à propos de ses frères et sœurs. Godric était envoyé au tapis depuis bien longtemps, Godwyn est mort avant mon arrivée, Radan et Ricard également. Bon Rani, si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc il reste qui là? Ah mais oui évidemment. C'est vrai qu'il était aussi question de ses jumeaux prodiges, Michaela et Malenia, les 2 jumeaux nés de la même personne, Marika et Radagon. Bon, on peut dire que ça tombe à pic puisque ce gros arbre bizarre là, c'est en fait l'arbre sacré de Michaela. C'est donc à propos de ça que Baragouinet le fantôme au sommet du château de Solcastel. J'aurais vraiment dû m'en douter. Bon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire plus clair. C'est ce Michaela que je vais trouver quelque part dans cet arbre, et en voilà une bonne raison d'être venu jusqu'ici. Sans plus tarder, je me mis en route, en ayant déjà pour premier objectif de me sortir de ces branches et des ennemis qui y grouillent, en espérant trouver un sentier plus sécurisé. Il y avait un nombre de fourmis géantes infernal, et moi qui déteste les insectes de ce type, ça ne m'arrangeait pas vraiment. Bref, sorti de ces branches géantes, j'arrivais maintenant à la première grâce trouvée sur cet arbre, m'indiquant que j'étais arrivé au village de l'arbre sacré. L'ambiance que dégageait cet endroit était pour moi indescriptible, j'avais comme le sentiment de me trouver au beau milieu du rêve de quelqu'un. Mais bon, pas sûr que dans le rêve de quelqu'un, il y ait autant de monstres que j'ai croisés ensuite. Des monstres tendant des pièges, arrivant par derrière, ou à plusieurs en même temps, et j'en passe. J'avançais donc tant bien que mal dans ce village jusqu'à arriver dans un endroit qui me paraissait tout bonnement être une arène de boss. J'y entrais donc, découvrant Loretta, la chevaleresse de l'arbre sacré. J'avais auparavant déjà affronté ce qui semblait être une projection d'elle, dans le manoir de Caria. Un double d'ailleurs bien moins puissant que l'original, parce qu'en effet j'ai eu beaucoup plus de mal à la battre que ce que j'imaginais. Mais bon, j'y suis quand même finalement arrivé. Après quoi, je décida de continuer avant de tomber sur un long escalier qui descend, puis une immense échelle que je descendis aussi, et enfin un ascenseur qui me fit encore descendre jusqu'à arriver dans un endroit qui me semblait totalement différent. Et cet endroit était dénommé Elphael, corset de l'arbre sacré. Et pour ceux qui ne comprennent pas le sens de tout cela, j'y reviendrai plus tard. Bref, laissez-moi vous dire que les choses se corsèrent encore plus à ce moment-là. Un tas de chevaliers de la noble putréfaction rôdaient dans cette cité, je trouva également des avatars de l'arbre-monde et comme d'habitude, tout un tas d'autres horreurs. Je traversais à présent une grande porte faisant faux bond à un autre avatar de l'arbre-monde, et trouvai une grâce derrière celle-ci. Je continuai donc ma route sautant sur une branche puis parcouris celle-ci avant de me rendre compte que j'étais sans doute à l'intérieur de cet arbre sacré. Je m'imaginais alors ne plus être très loin de mon but. Et ce passage fut d'ailleurs plutôt ardu étant donné que je devais éviter un sol contaminé par la putréfaction écarlate. Je ressortis ensuite de cet endroit par un canal de drainage avant de trouver un moyen d'en redescendre, et de tomber sur une sorte de chapelle où je trouva d'autres ennemis auxquels je ne prêta pas grande attention puisque je trouva au fond encore un grand ascenseur qui descend, et que je décida d'emprunter. Celui-ci m'amena devant une grâce que je pris avant de m'apercevoir que derrière elle se trouvait une porte de boss. Mais peut-être que j'allais enfin pouvoir affronter ce Michaela. Je décida alors de franchir cette porte avant de découvrir que...
I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. And I have never known defeat. Le boss final de cet arbre sacré de Miquella n'était autre que sa sœur jumelle Malenia. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc si je résume, toute cette souffrance a cherché un moyen d'accéder à cette dernière zone du jeu non découverte. Trouver 2 parties d'un médaillon secret pour les utiliser sur un ascenseur dont on connaissait déjà l'existence, nous menant au champ enneigé consacré, rempli d'un épais brouillard, au bout duquel Ordina, une cité liturgique, pointait le bout de son nez, et au sein de laquelle il me fallut résoudre une énigme très étrange, me déverrouillant l'accès à un téléporteur, m'emmenant sur les branches d'un mystérieux arbre sacré, au bout duquel je pensais trouver Miquella, mais au bout duquel, après avoir traversé le village de l'arbre sacré, affronté une chevaleresse royale et franchi une cité entière, je suis finalement tombé sur la sœur de Miquella, Malenia? Mais pourquoi tout ça? Et surtout, que s'est-il passé ici? Bon, je crois qu'il est temps de faire le plus gros point lore de cette vidéo. Ou pas. Mais bon. Je pense que vous vous en doutez, j'ai fait exprès d'omettre un grand nombre de détails dans ma dernière vidéo. Surtout en ce qui concerne effectivement ce que Morgoth appelait les jumeaux prodiges. Donc je le rappelle, ces jumeaux prodiges sont nés de la même personne. Marika, la reine de l'Entreterre, et son double Radagon. Et si vous ne comprenez pas le contexte de cette union et de pourquoi Marika a un double, tout est expliqué dans ma dernière vidéo. Bon, vous l'aurez compris, Miquella et Malenia sont en effet ces 2 jumeaux prodiges. Je le rappelle, ils ont reçu, à l'instar de Morgoth et Mog, une malédiction liée au fait qu'ils sont nés d'un acte de consanguinité. Pour Miquella, il s'agit de la jeunesse éternelle, et pour Malenia, il s'agit de la promesse de devenir un jour déesse de la putréfaction écarlate, étant infectée depuis le plus jeune âge par cette dernière. Je le rappelle aussi, la putréfaction écarlate est le condensé des pires maladies présentes dans l'Entreterre. Et pour le joueur, elle représente un effet de statut agissant plus ou moins de la même manière que le poison, sauf que la putréfaction écarlate, elle, enlève des points de vie jusqu'à la mort du joueur ou jusqu'à la prochaine grâce trouvée. Mais maintenant, on arrive à la question que tout le monde se pose. Pourquoi Malenia est le boss que l'on affronte et pas Miquella? Où est Miquella? Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé bordel? Et pourquoi j'ai autant galéré à arriver jusqu'ici? Eh bien, je vous annonce que c'est maintenant que vous allez le savoir. Bon, commençons par le commencement. Après sa naissance, Miquella développa, comme certains de ses frères et sœurs, une certaine haine envers l'Ordre d'Or. Et en l'occurrence, surtout pour sa créatrice, sa mère, Marika. En effet, je pense qu'à cette période, Marika était tout simplement devenue le pion de la volonté suprême, exécutant tous ses ordres aussi insensés étaient-ils. Et en soi, on peut dire que la naissance de Miquella et de sa sœur en faisait largement partie. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pour ces raisons que Miquella exprima dès le plus jeune âge un certain détachement vis-à-vis de sa mère et de son ordre, entraînant sa sœur avec lui et, comme je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, nos 2 jumeaux prodiges étaient très proches. Ils s'entraidèrent l'un l'autre dans leur désespoir. Malenia, qui était devenue une épéiste hors pair, fit le serment de protéger son frère qui était plus frêle. Et quant à lui, il mit au point une aiguille d'or pure capable de stopper la putréfaction écarlate qui rongeait sa sœur. Et un jour, Miquella eut une idée. Un projet sorti tout droit de son esprit qui allait peut-être bien tout changer. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous devez aussi savoir que chaque individu dans l'Entreterre naissant d'un unique dieu se voyait octroyer le statut d'empyréen, permettant de prétendre à être un dieu à son tour. Ce qui fut le cas pour Miquella et bien sûr pour sa sœur Malenia. Ainsi, Miquella, aspirant à ce titre qui lui permettrait de renverser l'ordre créé par sa mère, décida de se lancer de son côté, en quête de se réincarner en un arbre sacré, tout comme l'arbre monde. Créer son propre ordre à l'abri des regards, le faire grandir pour qu'il devienne un refuge pour tous les marginaux de l'Entreterre, jusqu'à enfin pouvoir espérer rivaliser avec celui de sa mère. Et pour cela, qui de mieux que sa sœur Malenia pour veiller à ce qu'il puisse mener son projet à bien. Mais attendez, parce que c'est pas tout. Quelque temps après que Miquella entama son grand projet, les événements qui sont expliqués dans ma dernière vidéo et qui menèrent à l'éclatement se produisirent. Ainsi, Marika brisa son cercle d'Elden et les fameuses guerres de succession éclatèrent entre les différents demi-dieux qui revendiquèrent leur partie du gâteau, soit les différentes runes majeures.
Mais un détail que j'avais oublié de vous donner, c'était que une de ces guerres impliqua Malenia et son demi-frère Radan, le plus puissant des demi-dieux. Et cette guerre d'ailleurs eut lieu en plein milieu de ce qui s'appelle maintenant le Marais d'Ivoine. Durant cette bataille, un duel sans merci entre Radan et Malenia débuta. Un duel qui ne vit nul vainqueur. Radan trancha le bras droit de Malenia et Malenia termina le combat par une attaque qu'elle n'avait encore jamais faite, la floraison écarlate. Un déchaînement de son pouvoir tellement puissant qu'elle contamina toute la région par sa putréfaction écarlate. Oui, Kaelid n'était pas Kaelid avant la bataille entre Radan et Malenia. Et on peut supposer que ce n'était qu'une extension totalement identique à Necrolimbe. Et c'est parce que l'explosion a eu lieu en plein milieu du Marais d'Ivoine que premièrement il est aussi rempli de putréfaction et deuxièmement on y retrouve des chevaliers de la noble putréfaction encore comme zombifiés. Mais aussi le commandant O'Neill de l'armée de Radan détenant sur lui l'aiguille d'or pur perdue par Malenia durant son combat. Bon, mais alors pourquoi cette bataille a une importance dans tout ça? Eh bien c'est parce que pendant que Malenia mena sa grande bataille contre le général Radan, Mog, le frère de Morgoth, kidnappa Miquella emportant le cocon dans lequel il se trouvait pour mener son projet à bien. Pourquoi? Eh bien pour vous, j'ai peur que ça reste encore un mystère. Mais l'important maintenant, c'est de savoir que lors du retour de Malenia, son frère avait bel et bien disparu. Malenia, persuadée que son frère reviendrait, fit le choix de s'endormir, attendant patiemment son retour, et c'est lorsque nous arrivons finalement dans son arène qu'elle se réveille. Je trouve cette partie de l'histoire d'Elden Ring extrêmement complexe, surtout qu'il y a eu un lore avant et après le DLC, qui est venu bien sûr compléter les théories de la communauté, voire même totalement rebattre les cartes. Donc je m'excuse par avance si j'ai pu faire de petites erreurs ou si j'ai oublié des détails qui auraient été intéressants à souligner. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je peux aussi maintenant vous révéler que lorsqu'on regarde l'étymologie du mot Elphael, cela signifie l'œuvre et ou le miracle de Dieu. Ainsi, cela prend son sens quand on sait que c'est une cité qui a été créée autour de l'arbre sacré de Miquella, prétendant au titre de Dieu. Et pour aller plus loin, je suis presque sûr de pouvoir affirmer que la raison pour laquelle elle est surnommée Corset de l'arbre sacré est que, comme vous pouvez le voir, c'est une cité qui a aussi été construite de manière à soutenir le projet de Miquella durant son développement, étant constituée de piliers placés tout autour de l'arbre sacré, servant d'armature comme un corset servirait à soutenir un buste. Malheureusement, à cause de l'enlèvement de Miquella, et c'est ce que nous pouvons aussi constater en arrivant sur les lieux, son projet échoua. Bref, pour en revenir à Malenia, eh bien je pense que vous le savez, c'est tout simplement le boss le plus dur du jeu. Donc comment vous dire que sachant ça, étant le boss que je redoutais le plus de toute mon aventure, c'est le seul et unique boss que j'ai directement accepté de ne pas arriver à battre en une seule session. Donc j'en ai mis 3 au total. La première a duré entre 3 et 4 heures, la deuxième entre 2 et 3 heures, et la dernière n'a duré qu'une demi-heure. Et je vais maintenant vous dire ce qui a changé entre les 3. Durant la première session, j'ai voulu avancer à tâtons, apprendre toutes ces patterns, réussir à passer en deuxième phase, s'habituer à devoir ne prendre aucun hit, car oui, chaque fois qu'elle vous touche, elle reprend de la vie, ce que j'ai réussi à faire, mais en deuxième phase, je ne tenais jamais plus de 20 secondes. Alors au début de la deuxième session, j'ai décidé de me documenter sur elle, comprendre sa waterflow, ses grosses attaques de seconde phase, et si possible, savoir les esquiver. Et après une bonne heure de recherche, j'avais mis au point la technique des pots de gel pour contrer sa waterflow, que je n'ai d'ailleurs même pas utilisé lors de mon affrontement final contre elle. Je savais esquiver sa floraison écarlate et sa spirit attack au point que je m'en souviens encore aujourd'hui. Pour le build, j'ai décidé de garder sensiblement le même car je suis arrivé avec mes 2 katanas et j'ai vu que c'était hyper efficace contre elle. Pour les talismans, j'ai vraiment tout misé sur la vigueur pour pouvoir tanker un maximum ses attaques. La deuxième session m'a donc servi à perfectionner ses techniques et ses esquives jusqu'à arriver à la dernière session qui a tout changé à cause d'un détail. Mon mental. J'avais décidé pour la première fois de tout le jeu d'arrêter de jouer avec le stress et la peur que m'inspirait le boss contre qui je me battais. J'ai tout simplement fait de ce combat une simple partie d'échecs dans laquelle j'avais juste à déjouer la stratégie d'un adversaire qui jouait tout le temps les mêmes coups. Et j'ai parlé avec le boss. Oui, tout seul derrière mon écran comme un véritable schizophrène. Mais devinez quoi, ça a marché du tonnerre. 2 tries, c'est le nombre de tries qu'il m'a fallu pour en venir à bout après avoir adopté cette stratégie. Donc franchement, je vous la conseille. J'ai voulu la battre en 1v1 parce que c'est le serment que je m'étais fait au début du jeu. Mais franchement, n'ayez pas honte d'utiliser des invocations ou autres sorts que vous jugez très puissants parce que n'oubliez pas que c'est un boss qui est bourré de RNG. Elle peut très bien vous faire seulement quelques-unes de ses attaques mortelles durant le combat ou comme moi vous faire 5 fois sa waterflow, 3 fois sa floraison écarlate et 2 fois sa spirit attack, ce qui est assez abusé entre nous, mais bon. Quoi qu'il en soit, la sensation de la vaincre peut justifier à mon sens au moins une semaine de bonheur garantie, incomparable par rapport aux autres boss du jeu, si vous voulez mon avis.
Car si vous venez de battre Malenia, vous venez de battre le boss le plus dur conçu, tout jeu From Software confondu. Et ça, bah, c'est ce qu'on appelle un palmarès. Ah, dommage. Ok, on a évité. Pourquoi j'utilise plus mon pot? Elle peut faire autant de fois qu'elle le veut. Là, pour le coup, là, si même si elle le fait encore 2 fois, ce qui est quand même assez peu probable. Ok. Ok, floraison écarlate sans connaître. Dommage. Putain. Pourquoi je peux pas? Dommage. Hein? Elle a cancel son attaque toute seule, mais c'est une blague. Bon là c'est... Là c'est chaud. Et on en a fait 5 fois. C'est pas scandaleux ça. Et j'ai posé 0 fois. Je suis pas encore mort, il me reste une potion. Même si ça risque d'être chaud. Merde, le low kick. Ah mais non, il me reste 0 potion. Un peu chiant ça. Ok, pourquoi pas. Your strength, Let's go! ordinary, Let's go! the mark of a true lord. Let's go. Bon, vous l'aurez compris, c'est maintenant avec Malenia et Michaela, les jumeaux prodiges, qu'une grande page se tourne. Pour le moment. Et maintenant, la question était, que restait-il? Y avait-il encore quelque chose à faire, ou quelqu'un à affronter, ou était-ce le moment de finir cette aventure? Eh bien, n'en déplaise à certains, il y avait bien un dernier point que j'avais en tête d'éclaircir avant de clôturer cette aventure. Et en effet, il s'agissait d'un très gros point puisqu'on parlait ici de Placidus Sax, le seigneur draconique. Il n'était pour moi qu'une rumeur parce que je n'avais jamais vraiment eu plus d'informations à son sujet que son nom. Je savais qu'il avait été le tout premier seigneur de l'Entreterre, bien avant Godfrey, mais c'est tout. À un détail près. Comme vous le savez, pour moi il n'était qu'une rumeur parce que je n'avais eu presque aucune information à son sujet, à part celle qu'il devait sûrement être là quelque part. Le problème est que, encore une fois, cacher un si gros dragon dans un monde que je pensais déjà avoir exploré quasiment de fond en comble semblait compliqué. Mais il y a un détail qui allait grandement faciliter mes recherches. Son arène. En effet, je me souvenais avoir déjà vu je ne sais où une photo de son arène et j'avais retenu qu'elle ressemblait très fortement au décor de Farum Azula. Et ce qui me confortait grandement dans mon idée, c'était que Farum Azula était une cité autour de laquelle un grand nombre de dragons anciens volaient. Je m'étais même auparavant battu contre certains d'entre eux. Ainsi, je pouvais presque dire avec certitude que j'étais sur la bonne piste. Restait à savoir où. Où pouvait-il être? Farum Azula restait quand même une zone très linéaire et je pense que je m'en serais aperçu si le premier seigneur de l'Entreterre se cachait quelque part sur le chemin. Sa traque s'annonçait aussi comme chercher une aiguille dans une botte de foin et sa position restait un mystère. J'ai donc décidé de me rendre à Farum Azula et de fouiller cette cité de fond en comble du début jusqu'à la fin, en farfouillant le moindre endroit qui me paraissait suspect. Puis, après une petite heure, j'aperçus cet endroit depuis la zone où un dragon ancien nous attaque chaque fois avec sa foudre rouge. Cet endroit qui, pour le coup, était vraiment très suspect. J'ai décidé donc de trouver un moyen de m'y rendre et plus je m'avançais, plus j'étais sûr d'avoir décroché le gros lot. Puis, arrivé là-bas, rien. Pas de téléporteur, pas de route, pas de plateforme en contrebas, un cul-de-sac. J'étais seul face à une grosse tornade sur un gros rocher flottant. Pourquoi les développeurs se seraient embêtés à créer ce cul-de-sac s'il ne servait strictement à rien?
Je m'apprêtais à quitter les lieux quand en passant sur un rocher, je vis quelque chose s'afficher sur mon écran. D'abord, j'ai cru rêver. Donc j'ai voulu confirmer cette information, puis en repassant et en m'arrêtant au même endroit, le jeu me proposait bel et bien quelque chose. Se reposer. Je m'exécuta et... J'avais bel et bien raison. Je reconnaissais l'endroit que j'avais vu en photo et il se tenait devant moi, Placide du Saxe. Et lui aussi semblait s'être endormi profondément depuis très longtemps. Va savoir pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait voulu se cacher de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être aurais-je plus de réponses une autre fois. Quoi qu'il en soit, tout comme pour Malenia, ma venue semblait l'avoir réveillé. Et ainsi, notre combat débuta. Évidemment, ce fut un adversaire redoutable. Après quelques tentatives, je dus me résoudre à me munir à nouveau de mon fidèle croc du limier qui allait être bien plus efficace que des katanas contre lui. Mais après Malenia, même lui ne me faisait vraiment pas peur. Ainsi, il me fallut une bonne demi-heure à peine pour le vaincre. Je ne minimise pas sa puissance, à mon avis, je pense qu'il était juste effectivement à combattre avant Malenia. Ce pourquoi j'eus aussi peu de mal à le vaincre. En tout cas, bien que à ce moment-là, je n'avais qu'une très petite quantité d'informations à ma disposition le concernant, j'avais hâte d'en connaître davantage à son propos. Oui, après Placide du Saxe, plus rien ne m'empêchait de finir ce que j'avais commencé depuis tant de temps. Bien décidé à enfin devenir seigneur d'Elden, je me téléporta à la grâce du trône d'Elden pour franchir ces fameuses épines impénétrables. Je franchis ce portail lumineux pour me retrouver à l'intérieur de l'Arbre-Monde et à ma grande surprise, je fus contraint de me battre contre Radagon, le double de Marika. Enfermé dans l'Arbre-Monde par la volonté suprême, Marika, donc slash Radagon, attendait patiemment notre arrivée, mais c'est Radagon qui se réveilla et décida de nous défier. À l'image de Marika, Radagon est un boss extrêmement imprévisible et fourbe, avec des patterns qui changent très souvent et des attaques combinées auxquelles on ne s'attend absolument pas. Malheureusement, au risque de vous décevoir, je n'ai pas eu trop de difficultés à le vaincre. Comme dit, après Malenia, je dirais pas que tout semble plus simple, mais plutôt qu'on semble beaucoup plus fort qu'avant. Donc je crois qu'il m'a fallu entre 5 et 10 essais maximum pour en venir à bout. Mention spéciale pour son thème qui est sans doute l'un des meilleurs thèmes de boss selon moi, car très emblématique et rappelant la musique de l'accueil du jeu. Mais ce n'est pas terminé. Puisque figurez-vous que Radagon contenait en lui quelque chose de peut-être bien plus coriace encore que lui-même, l'Elden Beast. Cette fameuse chimère qui avait atterri sur la Terre envoyée par la volonté suprême qui, je le rappelle, est la divinité extérieure qui a permis à Marika d'obtenir son statut. La bête d'Elden, au même titre que Radagon, n'a pas été très difficile à battre. Non, la difficulté ici se trouve plutôt dans son histoire. En effet, le noyau de l'intrigue d'Elden Ring se trouve probablement dans ce combat. Alors je vais vous dire ce que je sais. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, lors de la quête de Masque d'Or, le jeu nous confirme que Marika et Radagon sont effectivement la même personne, ce qui complique vachement les choses, évidemment. Là où c'est intéressant, c'est dans les cinématiques que nous voyons pour ces deux boss finaux. Dans celle de Radagon, on voit qu'à notre arrivée, le sceau qui maintenait Marika prisonnière se brise comme par magie. Puis Radagon prend la place de Marika et il nous affronte avec l'arme qui semble être celle qui a servi à Marika à briser le cercle d'Elden. Bien sûr, on se doute que l'apparence de Marika Radagon n'est pas normale. Ils ont le corps craquelé comme s'ils avaient été changés en statue. À l'intérieur de Radagon, on peut voir le symbole du cercle d'Elden. Ce qui est logique en somme puisque la bête d'Elden, qui est donc en quelque sorte la personnification du cercle d'Elden, sort du corps de Radagon lorsque nous l'avons vaincu. Juste avant de changer devant nous le corps de Radagon en une arme sacrée. Donc là où je veux en venir, c'est que si vous ne l'aviez pas encore remarqué, je pense que Marika Radagon est simplement un réceptacle de la bête d'Elden, et que c'est elle qui représente la volonté suprême, et qui tire les ficelles. Même si c'est assez flou, il est dit que la bête d'Elden est un vassal de la volonté suprême, et c'est elle qui l'a envoyé. Et je pense que sa mission était en quelque sorte de faire de l'Entre-Terre une autre terre colonisée par la volonté suprême, et sur laquelle elle règne dans l'ombre la plus totale. Un territoire parmi d'autres, si vous voulez mon avis. Ce qui est sûr, c'est que Marika ne contrôle pas la bête d'Elden. Mais de là à dire que la bête d'Elden contrôle Marika, je n'en suis pas sûr. Mais ça reste une possibilité. Sinon, comment Marika aurait pu être libérée au moment où nous sommes entrés dans l'Arbre-Monde? À part si c'est la bête d'Elden qui, au nom de la volonté suprême, avait agi pour se défendre de nous, l'envahisseur. Pour parvenir à vous expliquer tout ça, en plus de me documenter via des vidéos YouTube, j'ai aussi beaucoup de subreddits. Et je suis d'accord avec le fait que certainement que l'action faite par Marika de briser le cercle d'Elden n'était pas prévue par la volonté suprême, dans le sens où elle ne s'y était pas préparée. Elle n'avait pas de solution à cela.
Ce qui au final nous a permis d'en arriver là. Sinon c'est presque sûr que jamais nous n'aurions pu devenir seigneur d'Elden. Tout simplement parce que le plan de la volonté suprême aurait continué à marcher comme sur des roulettes et que l'ordre d'or aurait pu encore perdurer pendant un très long moment. Bref, tout demeurera sans doute toujours assez flou, mais je suis content d'avoir pu en parler sans pour autant trop rentrer dans les détails. Oui, l'Elden Beast est définitivement le dernier boss du jeu. Donc après l'avoir vaincu, il ne vous reste qu'à terminer le jeu. Et une marque bleue, qu'est-ce que ça veut? Invoquer Ranni? Ah, donc c'est maintenant qu'on parle des différentes fins du jeu, c'est ça? Ok, bon, pour vous la faire courte, il y a 6 fins et demie dans le jeu. 3 qui sont vraiment différentes et 3 qui sont grossièrement des alternatives à la fin classique. Dans cette fin-là, vous restaurez le cercle d'Elden brisé, vous devenez seigneur d'Elden et c'est cool, vous avez accompli l'objectif qu'on vous rabâche depuis que vous avez commencé le jeu. Mais en réalité, vous venez juste de recommencer la situation initiale à 0 et vous êtes juste une Marika 2.0 quoi. Dans les 3 fins alternatives à celle-ci, il y a quelques petites différences. Chaque fois, vous incorporez une nouvelle rune majeure inédite supplémentaire que vous aurez récupérée en terminant d'importantes quêtes de personnages au cours de votre aventure. Et ces runes, à l'instar des autres runes majeures, incorporeront une nouvelle règle fondamentale à votre nouvel ordre. Dans un premier cas, vous avez suivi la quête de Fia, la compagne mortuaire, qui vous donnera la rune de restauration du prince de la mort et qui aura pour effet de réincorporer le concept de mort destinée dans l'Entreterre, que Marika avait jadis enlevé. Pour plus de détails, allez voir ma précédente vidéo. Dans un second cas, si vous avez suivi la quête du coprophage, un personnage objectivement abject, qui si vous avez suivi sa quête vous donnera finalement la rune de restauration de la malédiction, qui aura pour effet, si vous choisissez de l'incorporer au cercle d'Elden, de propager une malédiction qui hantera toutes les générations à venir du monde sur lequel vous régnerez. Selon le coprophage, je cite, si l'ordre tout entier est souillé, souillure ne sera plus souillure et chaque malédiction se muera en bénédiction. Enfin, si dans un dernier cas vous avez suivi la quête du masque d'or et de frère Corinne, vous obtiendrez la rune de restauration de l'ordre suprême, qui déclenchera selon le masque d'or la restauration d'une meilleure version de l'ordre d'or original, dans laquelle l'ordre et le culte à la volonté suprême seront une priorité absolue et dans lequel le moindre écart sera certainement sanctionné. Voilà donc pour la fin basique et ses 3 variantes. Avant de passer à la fin que j'ai faite, il est important de mentionner la 5e fin, celle de la flamme exaltée. Si vous arrivez à cette fin, vous avez suivi la quête de Yeta et avez écouté les recommandations du tristement célèbre Shabriri. Un être qui souhaite brûler tout ce qui divise et discrimine et souhaite que le chaos s'empare du monde. En somme, il souhaite que vous deveniez le seigneur du chaos, ou seigneur de la flamme exaltée, et que vous embrasiez la totalité de votre monde. Car selon lui, c'est le seul moyen de régler les problèmes qu'a apporté la volonté suprême en s'intéressant à notre monde. Tout brûler pour tout recommencer à zéro. Détruire tout et ne rien laisser pour être sûr que rien ne puisse nous empêcher de repartir sur de bonnes bases. Pour cela, vous allez devoir vous rendre au plus profond de Leyndell, la capitale, et enlever vos vêtements pour être invité à rencontrer les 3 doigts, exact opposé des 2 doigts qui nous guident durant notre aventure. Ils se chargeront de déposer le sceau de la flamme exaltée directement sur notre corps, ce qui pourra nous permettre, lorsque nous aurons terminé le jeu, d'exécuter les volontés de Shabriri. Si vous devenez prétendant au titre de seigneur de la flamme exaltée avant d'atteindre la flamme de la ruine, au sommet de la cime des géants, Melina vous abandonnera. Vous devrez donc brûler l'arbre monde vous-même et vous débloquerez une cinématique bonus dans laquelle Melina, à l'avènement de votre règne en tant que seigneur du chaos, jure de vous traquer pour vous donner ce qui vous revient de droit, la mort destinée. Et pour info, c'est pour ça que j'ai dit 6 fins et demie. Bon, vous l'aurez bien sûr compris, ma fin est celle de Ranni. Mais avant de vous l'expliquer, je voulais vous dire que justement, lorsque j'ai fini le jeu, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de comparer ma fin aux autres, pour voir si j'avais choisi la meilleure. Et d'abord, en voyant certaines, j'ai été un peu déçu par mon choix. Puis en continuant longuement mes recherches sur des subreddits, je suis arrivé sur le commentaire d'un gars qui m'a fait tilter. Il n'y a pas de bonne ou de meilleure fin dans Elden Ring. Comme dans Cyberpunk 2077, un jeu que j'affectionne aussi énormément. Sauf que dans Elden Ring, personne ne nous y prépare au fait qu'il n'y ait pas de meilleure fin ou de bonne fin. Donc on peut toujours penser que nous faisons les meilleurs choix au cours de notre aventure avant de finalement découvrir qu'il n'y en a pas. Seulement des choix que nous avons voulu faire, des choix qui nous correspondent. Donc la fin que j'ai choisie est celle de Ranni, et vous allez voir que la raison pour laquelle je l'ai choisie, ce n'est pas seulement parce que j'aime le personnage ou ses idéaux, mais aussi parce qu'après la longue quête que demandait ce personnage pour débloquer sa fin, j'avais bien envie de savoir à quoi elle ressemblait. Pour connaître le début de cette quête, je vous invite encore une fois à aller voir ma dernière vidéo, dans laquelle je l'explique très bien.
Pour résumer, j'ai d'abord croisé la princesse de la lune à Nécrolimbe, puis dans sa tour, derrière le manoir de Caria, à Lurnia. J'ai ensuite enquêté pour elle avec son ombre Bled, car je le rappelle, Ranni a un jour reçu le statut d'empyréenne qui ont tous une ombre attitrée, puis je finis par me retrouver au festival de Radan, tellement puissant qu'il réussissait à maintenir des astres en place au-dessus de l'entreterre, et donc après l'avoir vaincu, ils se sont tous écrasés au milieu de la zone de Nécrolimbe, formant un cratère dans lequel je trouva la ville de Nokron. Et je n'étais pas vraiment allé plus loin que ça dans la dernière vidéo. Donc c'est aujourd'hui que vous allez découvrir la suite. Et honnêtement, je pense que je n'en étais qu'à la moitié. Donc déjà, chose que je viens de découvrir au moment où j'écris cette vidéo, c'est que l'étape qui va suivre fait avancer la quête, alors que je pensais absolument pas que c'était obligatoire. La chose en question est, une fois que vous avez pénétré dans la ville de Nokron, vaincu la larme imitatrice, que vous avez traversé le grand pont avant de trouver le site de grâce bois ancestraux, vous devez vous balader sur les toits de la ville, avant de trouver un moyen de descendre pour atteindre la grande place et la traverser, pour finalement ouvrir ce magnifique coffre qui vous donnera, en plus d'un grand muguet fantomatique, la lame Digicide, qui est un item clé et non une arme. Ensuite, je me suis rendu au sommet de la tour de Ranni pour lui faire un rapport de la situation. Elle me fit comprendre qu'il était désormais temps pour elle d'entamer son propre voyage avant de disparaître de sa chambre sans laisser de traces. C'est seulement à ce moment précis que l'accès à la tour de Rena fut déverrouillé. Impossible d'accès jusqu'alors. Au sommet de cette tour, je trouva un téléporteur qui m'emmena dans une partie de Lainsel que je n'avais pas encore découverte. Une autre région des profondeurs. Je fis quelques pas et découvris alors une poupée miniature de Ranni. Je m'installa ensuite à une grâce juste à côté, découvrant que je pouvais apparemment parler à la Ranni miniature. En fait, Ranni avait logé son esprit dans cette poupée et ne s'attendait pas à ce que je le découvre. Une fois la glace brisée, elle me demanda d'accomplir une autre de ses volontés, éliminer les ombres funestes qui hantent ces terres. Je continua alors sur cette route que je ne connaissais pas, tout en étant sur mes gardes. Et après avoir traversé un tunnel rempli de fourmis géantes, je découvris une autre cité éternelle, celle de Noxtella. Je fis de suite le lien avec les chevaliers draconiques de Noxtella que j'avais déjà pu croiser durant mon aventure. Cette cité était donc celle qu'il devait protéger. D'ailleurs, étrangement, je n'en croisa aucun ici. Au site de grâce de la ville, je pus discuter davantage avec la poupée. Elle entreprit de me parler de son passé en me confirmant par la suite ce que j'ai pu expliquer dans la dernière vidéo. Qu'elle était une empyréenne et que seuls Malenia et Michaela étaient les autres demi-dieux détenant ce titre. Puis elle nous avoue enfin avoir volé la rune de la mort pour effectuer son rituel. À nouveau explication dans la dernière vidéo. Et elle termine en nous disant que entre les deux doigts et elle, ben c'est pas la joie. Raison pour laquelle nous devons éliminer ces ombres funestes qui sont des assassins envoyés par ces derniers. Bref, après avoir exploré cette zone, je tombe de l'autre côté sur un autre ascenseur, et devinez quoi, il descend. Arrivé en bas, je me repose une nouvelle fois à un site de grâce et dialogue une dernière fois avec Ranni. Elle me dit qu'une chose que les deux doigts, qui je le rappelle sont en quelque sorte les ambassadeurs de la volonté suprême, n'avaient pas prévu, et que même si d'ordinaire un empyrien qui tourne le dos à la volonté suprême aurait comme conséquence que son ombre cesserait de lui servir, ce ne fut pas le cas pour Bled. Va savoir pourquoi. Ce qui bien sûr profita à Ranni et nuisit à la volonté suprême par la suite. Elle ajouta que Bled, comme Iji, était prêt à tout pour elle, et qu'ils étaient conscients qu'elle devait trahir le monde entier pour pouvoir le purger d'un passé dont il n'avait pas été le véritable maître. Je me remis alors en chemin jusqu'à tomber nez à nez avec une ombre funeste, ayant justement pris l'apparence de l'ombre de Ranni. D'ailleurs, celle-ci prit la parole à cet instant, sans doute depuis la poupée récupérée auparavant voulant mettre en garde cette ombre, répétant qu'elle allait bientôt infliger un coup fatal aux deux doigts. À la fin du combat, elle nous remercie puis disparaît définitivement. À ce moment-là, j'obtiens une certaine clé du palais perdu, sans même savoir à quoi elle allait bien pouvoir me servir. Je continue ma route avant d'arriver devant un immense lac de putréfaction écarlate, une zone que j'avais déjà aperçue depuis un autre endroit de Lainsel, et que j'ai évidemment tout de suite reconnu. D'abord, je me suis dit que c'était un cul-de-sac. Comment le traverser, sachant qu'on allait certainement mourir de la putréfaction avant. J'étais presque à me dire qu'il y avait un autre accès et que je le trouverais certainement plus tard. Mais au dernier moment, une idée me traversa l'esprit. Et si cette petite plateforme là-bas servait à quelque chose, je peux sûrement l'atteindre sans mourir. J'avais raison. Une plaque de pierre s'enfonça sous mes pieds et une route apparut. Je compris ensuite qu'il fallait réitérer l'opération quelques fois pour pouvoir le traverser entièrement. Au bout se trouvait un endroit appelé Grand Cloître, au sein duquel ces bestioles avaient l'air de vouer un culte à quelqu'un ou quelque chose de visiblement absent. Mais à côté se trouvait un cercueil du même type que celui que j'avais pris pour passer de Nokron aux profondeurs de Fondracine. J'entrepris donc de rentrer à nouveau à l'intérieur pour voir où celui-ci allait m'emmener. Attendez, mais c'est pas une vanne, je suis littéralement à l'endroit le plus bas de la map, à 2 doigts de toucher le centre de l'entreterre, sans mauvais jeu de mots. Je veux même pas savoir combien de degrés il fait ici. Bref, j'atterris dans une zone étrange avec une énorme porte de boss. Oh, pas encore. Astel, le rejeton du vide. Bon, je vous arrête tout de suite, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, je sais que vous êtes en train de vous dire c'est quoi encore ce truc. Et vous avez raison parce qu'en réalité, personne ne sait vraiment. Il n'y a que des théories qui sont lourdes et complexes, alors je ne vais pas trop m'attarder sur lui car sinon ça rajouterait 1 heure à la vidéo.
Et je laisse le travail à des personnes qui sont plus spécialisées dans le lore d'Elden Ring, parce que même si je m'y intéresse beaucoup, c'est pas mon cas. Ce qui est sûr en revanche donc, c'est que cette chose est un extraterrestre, une poussière d'étoiles mal formée qui aurait atterri il y a fort longtemps sur l'Entreterre, qu'il aurait été intimement lié au peuple des Nox vivant autrefois à la surface puis exilé dans les profondeurs, par la volonté suprême, ayant déjoué un complot visant à la remplacer par la divinité extérieure des Nox, la Lune Noire. Astel aurait d'ailleurs été pris par les Nox comme un messager de leur divinité. Enfin bref, vous commencez peut-être à comprendre le lien entre tout ça et la quête de Ranni. Les Nox attendaient l'âge des étoiles qui sera finalement introduit par Ranni et moi, son roi consort. Et souvenez-vous, elle avait besoin de la lame Digicide pour unir aux deux doigts, et cette lame avait été créée par les Nox, ce qui a valu leur exil dans les profondeurs. En fait, Ranni et les Nox veulent la même chose, et la volonté suprême pense depuis que les Nox ont été mis en exil qu'elle n'a plus à craindre d'être tout bonnement remplacée par la Lune Noire, et la venue de l'âge des étoiles, jusqu'à ce que Ranni voit dans tout ça une opportunité. Pour en revenir à Astel, il aurait annihilé une cité éternelle, mais on ne sait pas avec certitude laquelle ça peut être. Peut-être celle-ci, ou peut-être celle-là. Mais peu importe. Astel serait aussi la forme la plus aboutie d'une créature stellaire, passant par une forme hybride comme celle-là. Comme un salamèche qui évolue en Dracofeu après être passé par étincelle quoi. Enfin bref, j'arrête parce que je me perds là. Quoi qu'il en soit, il n'a pas de bonnes intentions, et c'est pour ça que je suis là pour le mettre hors d'état de nuire. Eh bah écoutez, je l'ai first try. Il n'y avait même pas de grâce juste avant le combat, donc j'étais même pas full. J'ai eu de la chance, mais je l'ai first try. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées pour moi. Oh non, pas encore un saut. Qu'est-ce qu'il me dit encore celui-là? Vous ne pouvez pas continuer sans anneau de serment. Mais je le trouve où, ce putain d'anneau de serment? Bon, après un rage quit très soudain et une envie irrépressible de savoir ce qui se cachait derrière ce saut, je m'aide de mon très cher ami Internet. Et en fait, la clé que j'avais récupérée sur Darkblade là, elle servait à ouvrir ce putain de coffre que je voulais aussi ouvrir depuis. Et qui renfermait, mesdames et messieurs, l'anneau de la Lune Noire. Un objet clé qui n'est même pas l'anneau du serment. Donc con comme je suis, j'aurais pu tomber dessus sans même savoir qu'il servait à ouvrir ce putain de seau. Merci Miyazaki. Bon bref, il était enfin temps pour moi de traverser ce seau. Et un ascenseur. Encore. Attendez, me dites pas qu'il descend. Ah non, il monte, c'est bon. À ce moment-là, je me demandais bien où cet énième ascenseur allait bien pouvoir m'emmener. Et c'est sans même le faire exprès que j'ai ouvert ma carte et... Oh putain de sa mère, la colline sur laquelle j'ai envie d'aller depuis ce 100 tours de jeu. Yes, yes, je suis trop fort. J'arrivais à l'hôtel lunaire et forcé de constater que cet hôtel désignait très certainement l'ensemble de cette fameuse colline, au-dessus de laquelle la couleur du ciel différait étrangement. En effet, cette colline était comme hors du temps, peut-être recouverte ou protégée par un sort, ou quelque chose du genre, ce qui expliquerait aussi le fait que ce soit très clairement un territoire secret, et depuis lequel on aperçoit la lune même en plein jour. Mais justement, un détail à côté duquel vous êtes sûrement passé est que si on se positionne au bon endroit, j'imagine à la bonne heure de la journée, on peut apercevoir, en partie cachée par l'arbre-monde, deuxième lune. Et oui, je pense qu'il s'agit de la lune noire. Malheureusement, cela complique juste les choses. Cet hôtel lunaire est-il dédié à la lune originelle, celle liée à Rennala, à la lune noire liée à Ranni, ou aux deux en même temps? Pourquoi la lune noire semble vouloir être dissimulée? Sa présence est-elle vraiment la bienvenue dans cet hôtel? Enfin bref, vous l'aurez compris, ce lieu est en tout point vraiment très énigmatique. Enfin bon, sinon évidemment ce qui me saute directement aux yeux ce sont les ruines de cette cathédrale. Je décida donc de me mettre en route vers elle. Quelques pas plus tard, un dragon apparut, et il avait un air qui me semblait familier. Attends, ne me dis pas que... Putain, mais c'est Adula, le dragon pierre d'éclat! Bon, pour le contexte, Adula était un dragon qui gardait la tour de Ranni. J'avais une fois essayé de le combattre, mais au bout de quelques coups, il s'était enfui et c'est finalement ici qu'il était venu se cacher. Waouh. Mine de rien, j'étais aussi submergé par le nombre de réponses à mes questions que je trouva sans le vouloir avec cette quête. Entre Astel, ce coffre, oui, ce coffre, cette zone et maintenant ce dragon disparu, je me suis vraiment mis à adorer cette quête. Après le combat contre Radahn, c'est devenu beaucoup plus palpitant et enrichissant. Même si c'est vrai qu'elle a peut-être amené encore plus de questions qu'elle n'en a résolues. Bref, après avoir vaincu ce dragon, je pénétrais dans les ruines de la cathédrale de Manus Celes. J'y trouva un grand nombre d'éclats de lumière stellaire, ce qui pouvait sembler logique vu l'endroit dans lequel je me trouvais, et au centre, un site de grâce. Il y avait un cercueil juste devant, mais je ne voyais pas quoi en faire, et sinon rien d'autre. Il y avait bien ce trou sur la droite, mais il allait me faire tomber dans le vide, donc je préférais laisser tomber. Ben c'est sûr que si tu regardes que sous cet angle, gros bouffon. Bref, 2 sauts, voilà. 2 sauts, c'est ce qu'il fallait faire avec ce trou. Et moi, j'ai littéralement abandonné la quête à ce stade-là parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. Oui, j'ai fini par comprendre qu'on pouvait sauter dans ce trou plus de 30 heures après. Mais bref, au bout de cette grotte, ensanglantée, se trouvait Ranni.
derrière le cadavre de ce qui pouvait certainement être les 2 doigts. Je m'approcha d'elle et on me proposa de lui mettre l'anneau au doigt. Je m'exécuta et Rani fut revigorée comme par magie, avant de me remercier pour tout ça. Et que même si ce n'était pas spécialement ce qu'elle espérait, j'étais devenu promis à devenir son consort. Elle ajouta que nous nous retrouverons avant de disparaître. Voilà la fin de la quête de Rani. Alors, pour les plus impliqués d'entre vous, je me doute que cela suscite encore bien plus de questions. Quel rôle a cet hôtel lunaire? Quel est le rôle d'Adula? Qu'est-ce que la cathédrale de Manus Céleste? Qui est Manus Céleste? Pourquoi le seul accès à cet hôtel est par Lae'ncel et pourquoi il n'y en a pas un directement par Liurnia? On se doute que Rani était familière de cet endroit, mais comment elle savait qu'elle pourrait tuer les 2 doigts là-bas? Alors que rappelons-le, ils sont présents durant toute notre aventure au bastion de la table ronde pour guider les sans-éclat, et encore plein d'autres questions. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répondre à tout ça, parce que sinon la vidéo va durer 28 heures et c'est pas le but non plus. Mais j'ai quand même envie de revenir rapidement sur quelques petits détails afin d'éclairer ce qui peut être éclairé, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux comme moi qui trouvaient les lignes de dialogue de Rani barbantes et qui les skippaient quand même pas mal, sachez que Rani explique de manière cryptique évidemment, quand même pas mal de choses sur le déroulement de sa quête justement. Bon, alors avec ce que j'ai compris, essayons de clarifier tout ça. Même si ça peut sembler logique, Rani a pour but dès sa première interaction avec vous d'annihiler les 2 doigts. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils représentent une menace pour elle, et parce que ce sont en fin de compte eux qui poussent les sans-éclat à perpétuer le cycle, soit à choisir la fin de base. S'ils ne sont plus là pour endoctriner tous les sans-éclat, qui sont comme le dit Melina à notre réveil voués à la quête du cercle d'Elden, Rani aura plus de chances de mettre en place l'âge des étoiles. Et si nous n'étions pas prévus, je pense que c'est parce qu'à la base, elle comptait uniquement sur elle, Bled et Iji pour accomplir cet objectif. Et nous sommes arrivés là, à ce moment-là. Mais l'intérêt pour elle de les abattre est en fait double. Car comme elle vous le dit à Lae'ncel, les 2 doigts traquent ou en tout cas surveillent Rani via les ombres funestes, pour la punir de la désobéissance dont elle a fait preuve envers la volonté suprême. Donc si elle s'en débarrasse, elle se débarrasse aussi de ses assaillants. Et donc cette lame d'Égicide que j'ai récupérée à Nokron et dont j'avais à la base oublié l'existence, c'est cette arme sur laquelle Rani voulait mettre la main, car c'est grâce à elle et à elle seule que Rani a pu anéantir les 2 doigts. Bon, et ben entre temps il se passe quoi? Et ben c'est simple. Rani sait plus ou moins où se trouve l'arme, c'est-à-dire à Nokron, mais elle ne sait pas comment y aller. On sait que Nokron est dans la région de la Siofra, c'est pourquoi Bled y enquête, mais on ne sait pas exactement comment s'y rendre. Bled me dit de demander conseil à Seluvis, Seluvis qui par intérêt avait aussi accepté de servir Rani, nous conseilla d'aller voir la sorcière Selene, qui aurait sans doute plus d'infos à ce sujet. Et cette dernière nous donne la clé manquante de ce puzzle, libérer les étoiles dans le ciel pour rétablir l'accès à Nokron. Donc hop, on prévient Bled et c'est parti pour démolir Radan, qui les contrôle. On le met KO, hop, un cratère se forme, on s'y rend et Nokron est à nous. On arrive finalement dans la ville, au centre de laquelle on ouvre un coffre et tenez-vous bien, on trouve cette lame. On retourne voir Rani, on lui rapporte l'arme, elle nous remercie et ciao bye bye, elle n'a plus besoin de nous. En gros, elle s'en va buter les 2 doigts toute seule. Mais alors qu'elle voulait accomplir sa mission seule, depuis le téléporteur de la tour de Rena, on la retrouve à Lae'ncel. Elle était donc déjà en route vers l'hôtel lunaire, sachant visiblement très bien que c'est là-bas qu'elle tuerait les 2 doigts. Ensuite, elle nous demande, tant qu'on est là, de buter les ombres funestes envoyées par les 2 doigts pour contrecarrer leur plan. Pendant qu'elle nous raconte sa vie, elle nous en apprend beaucoup plus sur le lore. Puis on arrive au niveau du lac putréfié, quand on découvre qu'il ne reste plus qu'une seule ombre funeste, aka le sosie de Bled. Rani la met en garde et l'avertit qu'avec notre aide, elle va le buter et finir par pouvoir buter aussi les 2 doigts. Une fois l'avoir mis hors jeu, on récupère la fameuse clé du palais perdu qui, dans sa description, dit d'ailleurs clairement qu'elle ouvre le coffre de la bibliothèque de Raya Lucaria. Mais bon, laissez tomber, c'était beaucoup trop d'infos pour moi à ce moment-là. Bref, on traverse ensuite le lac putréfié qui, pour ceux que ça intéresse, a certainement aussi un lien avec Malenia et son maître, celui qui lui a appris à se battre. Mais bref, on parcourt le grand cloître et on prend le cercueil qui mène à Astel. Astel est peut-être hors équation ou peut-être pas, mais c'est pas le plus important ici. Donc on prend l'ascenseur, on arrive à notre tour au niveau de l'hôtel lunaire, on se fait attaquer par Adula et on se doute qu'Adula est un autre protecteur de Rani. Même si Rani commence à nous apprécier et à comprendre que nous sommes dans son camp, Adula pense que Rani est censé être seul, et je pense que c'est pour cela qu'il nous attaque. Puis arrivé à Manus Céleste, nous retrouvons Rani dans ce trou qui semble avoir fait ce qu'elle avait à faire, et c'est donc après avoir récupéré l'anneau de la lune noire sur lequel il est écrit que Rani est censé l'offrir à son consort, que en lui remettant au doigt, nous le devenons. Et ça s'arrête là. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé, il est clair que la quête de Rani résout quelques problèmes et en crée aussi beaucoup d'autres, elle pose beaucoup de questions que je trouve personnellement passionnantes sur le lore du jeu. Sur les 2 doigts, les 3 doigts, la volonté suprême,
après Marika, Melina, même sur Michaela et Torrent, Radan, les profondeurs, les Nox, la lune noire, les villes éternelles, les étoiles déchues comme Astel, le bastion de la table ronde, etc. Enfin bref, vous l'aurez compris, Ranni, à l'instar de Michaela, est au centre de l'intrigue d'Elden Ring, donc elle est liée à énormément de choses. Mais je ne peux pas me permettre de m'étaler davantage sur ce sujet, donc il est temps de conclure. Maintenant que vous connaissez les raisons de l'apparition de cette marque bleue après le combat final, il est temps pour moi de vous laisser avec cette fin. Et finalement, même si objectivement aucune fin n'est meilleure, ce que je peux dire après avoir fini d'écrire cette vidéo, c'est que celle de Ranni est celle qui délivre le plus d'espoir. Elle n'est pas forcément positive car on ne connaît pas réellement les plans futurs de Ranni, mais malgré tout, c'est la seule qui promet un changement certain. Sans mort, sans malédiction, sans ordre absolu et sans chaos. Donc si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, je peux enfin dire que je suis en paix avec cette fin. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal.